3. Retour au bercail. La question du sens du mot droit. Interrogé aujourd'hui sur les sens du droit est chose insolite, le droit bénéficiant d'une considération médiocre. Les philosophes des temps modernes éprouvent pour le droit très peu d'attirance, parce que la plupart sont dépourvus de la moindre expérience judiciaire. La justice leur semble une fonction très spécialisée et à laquelle ne se mêlent pas les honnêtes gens. Leur attention est concentrée sur d'autres objets, sur l'individu, la psychologie, la logique, les instruments de connaissance et la morale individuelle. Et sans doute, en un second temps, sur ce qu'on appelle société, ce terme impliquant au départ que lesdites sociétés fussent le produit d'une convention entre individus. Du reste, tout en participant au progrès des sciences physiques, notre philosophie s'intéresse à l'économie, l'histoire et la sociologie, mais ce ne sont pas là les moyens les plus courts d'accéder au droit. Objectez-vous d'une quantité impressionnante de philosophes modernes ont en apparence traité du droit? Hobbes, Hume, Bentham, Wolff, Rousseau, Kant, Hegel, Durkheim, Max Weber et la suite des sociologues. Je réponds qu'aucun de ces auteurs ne paraît viser le droit en lui-même, chacun construisant son propre système en fonction d'autres objectifs, s'efforce d'y ramener le droit. Ils ne purent alors donner du droit qu'autant d'images sophistiquées, le réduisant chaque fois au rôle d'instrument d'autres disciplines extra-juridiques. La politique, l'économie, Hobbes et les utilitaristes, la morale, Kant, avant lui même théoricien de l'école du droit naturel, la sociologie ou l'histoire. Il ne doit pas nous étonner que ces philosophes aient livré du droit les concepts les plus opposés. Ils l'envisagent sous des points de vue trop divers et tous extrinsèques. En quoi consistent aujourd'hui les études de droit? Si vous vous reportez au programme de nos facultés, vous y rencontrez un chaos de matières disparates. Les cours de sciences politiques y voisinent avec la science de l'administration, d'économie, de droit des affaires, de criminologie, liberté publique, société internationale et contentieux judiciaire, etc. D'ailleurs, les facultés de droit ont cru bon de se débaptiser, pris le nom d'université des sciences sociales et quelquefois économiques, université morcelée en une multitude d'unités de recherche séparées. Quelques réactions sont intervenues surtout en province, si bien qu'il doit survivre en France une dizaine de facultés de droit. Quant à définir le mot droit, la simple lecture d'un dictionnaire permet de constater qu'il revêt les sens les plus hétéroclites, reflet de la pluralité des philosophies de l'époque moderne et contemporaine. Sans doute le sens le plus usuel serait-il celui d'avantage, revenant à quelque individu que plus ou moins les pouvoirs publics garantiraient, ou qui mériterait de lui être garanti. Droit subjectif, en anglais right, lui-même ambigu, on discute si le droit subjectif constituerait une qualité personnelle attenante au sujet. D'après l'américain Hoffeld, il peut s'agir d'une liberté, d'une faculté d'agir en justice, claim, d'un pouvoir, d'une immunité. Autre analyse, le droit subjectif est une chose à la possession de laquelle on pourrait prétendre, un droit d'usufruit, un droit de créance, une propriété. On discerne ainsi ici l'influence des philosophies individualistes prédominantes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le monde n'est fait que d'individus, c'est un legs du nominalisme, et l'objectif assigné à la politique et donc au droit, son instrument, sera d'apporter aux individus des satisfactions, selon la tendance de chaque école de philosophie, la sécurité, le bien-être, des richesses matérielles ou la liberté. Second groupe d'acceptions, non moins habituel, le droit serait l'ensemble des lois posées par l'État, garantissant aux citoyens ses libertés ou ses richesses. Ensemble de textes. Droit objectif. Dans le grand public, l'adjectif péjoratif de juridique évoque d'ordinaire l'attachement littéral et servile au texte. Cette idée du droit dérive en droite ligne de la philosophie hobbesienne du contrat social reprise et transformée par Locke, Rousseau et Kant, et que la Révolution française avait consacrée. Mais elle ne tient pas. Désormais, le positivisme scientifique a ruiné les bases de cette théorie. Les juristes se glorifient de cultiver le droit tel qu'il est, et le droit tel qu'il existe, en fait, est loin d'être conforme aux lois. Les juristes se sont vus contraints de lui adjoindre d'autres sources. La coutume et de plus en plus la jurisprudence, telle qu'elle est en fait, s'écartant des lois ou qu'elle tendrait à devenir. Les principes généraux du droit, l'équité, la nature des choses, les commandements de la raison ou de la justice. L'essor actuel des droits de l'homme n'implique pas moins négation du positivisme légaliste.
Loin de tenir leur autorité des textes positifs de l'État, ils se présentent comme inférés d'une idée de l'homme. Les lois ne font que les déclarer. Cette figure des droits de l'homme témoigne de la survivance de la philosophie de l'école du droit naturel, en son temps la continuatrice d'une tradition scolastique, maintes écoles de théologie ayant fait du droit l'instrument de la loi morale. On ne saurait plus dire de quel texte se composerait ce droit objectif, ni qu'il s'agisse toujours de textes. Les arrêts de jurisprudence, les sentences constituant du droit n'ont pas forme de règle générale, pas plus que la coutume n'est originairement écrite. Rien de plus mou que les principes généraux du droit. Quant aux droits de l'homme, on les oppose aux textes positifs. Même impuissance à définir la fonction de l'art juridique. Maintiendrons-nous qu'il a pour fin de procurer aux personnes des droits subjectifs, la sûreté de leur possession, le pouvoir d'exercer librement des activités? L'école historique et surtout le sociologisme ont importé l'idée contraire. Porteur des ordres du pouvoir, ou si l'on avise de chercher ses causes profondes, émanation de la volonté collective des groupements sociaux, le droit commande aux individus, exige leur obéissance, les oblige plus qu'il ne les libère. Il est contrainte, ordre imposé, rouage mis au service non pas tant d'intérêts individuels que de projets collectifs de classe, de la nation, de l'humanité. Et quand les sociologues vous parlent du droit chinois, du droit hindou, du droit des tribus africaines, de quoi s'agit-il? De la structure des mœurs de ces tribus. Cette espèce de droit est un fait, il n'a plus de fin. Le terme a éclaté en tous sens, il flotte à tout vent. N'est-ce pas la marque d'une faillite ou de la chute de la science du droit? La suppression intervenue en France des facultés de droit peut être tenue pour conforme au sens de l'histoire. Il n'est pas forcé qu'au mot droit corresponde à travers les siècles toujours une même réalité. Peut-être sommes-nous libres de construire une succession indéfinie de définitions nominales du droit, accordées à nos successives idéologies politiques. Seulement, cette pratique conduit le langage dans l'incohérence et la confusion, comme on vient de le constater. Ce qu'est le droit, en admettant que le droit soit vraiment quelque chose, nous l'ignorons. Je vais le chercher, mais ce ne saurait être par l'analyse des fluctuations chaotiques du langage actuel qu'on y parviendra. Nous avions promis de nous affranchir des préjugés historicistes et progressistes contemporains. Il a existé longtemps en Europe une définition du droit. Elle avait été l'invention des Romains de l'époque classique, eux-mêmes s'inspirant des Grecs. Qu'elle soit digne de tenir et valable universellement, je n'en ai pas la preuve. Mais puisque rien a priori ne condamne cette supposition, en un premier temps, c'est dans le droit romain que j'irai chercher le sens du mot. Digression sur le droit romain. Hélas, peu de lecteurs se trouveront disposés à faire le voyage. Le droit romain est mal en cours. Arrêtons-nous un instant sur ce phénomène, sa récente disparition des programmes des facultés de droit. La perte est d'autant plus notable qu'en France, depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIIIe, en Allemagne plus longtemps encore, toute l'éducation des juristes était basée sur le corpus iuris civilis et l'étude de la littérature juridique romaine. Le mode de formation anglais était plus clinique, ce qui n'a pas empêché les juristes anglais de rester fidèles à l'esprit juridique romain davantage que les continentaux. Mais revenons en France. Ma génération a connu une cascade ininterrompue de réformes des programmes universitaires. Lorsque j'étais étudiant pour devenir professeur de droit, il fallait avoir absorbé dans cette discipline plusieurs cours annuels de licence sans compter les cours d'études supérieures, dites aujourd'hui approfondies. Nous avons vu à chaque réforme sa part de se réduire jusqu'à extinction. Dans l'université de Paris, qui se donne pour héritière de la faculté de droit, on vient de substituer aux derniers romanistes partis à la retraite des économistes. Constat, dans l'enseignement juridique, le droit romain était tout et il n'est plus rien. Je serais tenté pour ma part de rendre de cette chute les romanistes responsables, depuis leur adhésion aux méthodes scientifiques importées d'Allemagne. À ses origines, l'histoire est en quête sur des événements ou des personnages qui peuvent être contemporains ou sur les plantes ou les bêtes, histoire naturelle, comme un journalisme assorti de quelques qualités littéraires, pas une science distincte, elle n'a pas encore d'objet propre. Outre son agrément éventuel, elle avait pour rôle de pourvoir les différents arts, la politique, la morale, la biologie ou l'art militaire, d'une matière première sous forme d'anecdotes, fonction heuristique et documentaire. Tels furent très longtemps les livres d'histoire, histoire militaire, chronique des rois, vie parallèle, vie de saints, légendes dorées. Vers l'éclosion de la science moderne et l'engouement universel,
pour ce nouvel instrument de la connaissance. Le modèle des sciences physiques, les premières à se constituer, bientôt déteignit sur les sciences humaines. À la fin du XVIIIe siècle, voici l'histoire devenue science. La métamorphose est totale dans l'Allemagne du XIXe siècle. L'histoire adopte les procédés de la science positive, délimitation pour chacune d'un secteur de recherche distinct, étroitement spécialisé, objectivité et neutralité prétendue, méthode rigoureuse pour les sciences expérimentales, attention exclusive aux faits, tel le moule qui fut imposé à l'histoire du droit romain. Il n'apparaît pas qu'elle s'en porte mieux. L'histoire pour l'histoire, les sciences se taillent des champs de recherche tout particuliers. Pour l'histoire devenue scientifique, ce champ sera le passé pour lui-même, ce qui est accompli, factum, déjà fait. Hérodote, Thucydide, Plutarque et les auteurs de la légende dorée usaient de l'histoire pour en tirer des leçons de politique ou modèles de conduite morale en fonction de la vie présente. Ils mêlaient le présent et le passé. Rien de plus naturel, séparé de l'action présente. Le passé n'est qu'une abstraction. Ni l'Africain qui vit de ses mythes, ni l'enfant ne pratique cette coupure. Mais qu'un agrégatif d'histoire se moque de l'actualité, ses chances de réussite au concours en sont renforcées. Prendre modèle sur l'art des jurisconsultes, il ne saurait en être question. Là n'est pas le propos de la science. La science est verte, fraîche, affranchie des jugements de valeur. Les jugements de valeur sont laissés aux seuls philosophes, si ce n'est à l'option de chacun. Ils ne sont pas l'affaire du savant. À quoi sert alors l'histoire scientifique? Dans le passé, elle considère d'abord ce qui change, imitant les sciences mécaniques. Elle se donne pour but de chercher les causes des mouvements sociaux, retracer des genèses, des évolutions. Elle devait mener à décrire, en de grands ouvrages de synthèse, l'évolution de l'humanité. Les romanistes déployèrent de méritoires efforts pour analyser le passage des institutions romaines archaïques au droit classique puis post-classique et byzantin, sans compter les stades intermédiaires. À l'évolution, ils cherchèrent des causes, surtout économiques. Le matérialisme historique a contaminé les facultés de droit. Il est vrai que nous en sommes revenus. Les philosophes de l'histoire ont perdu la cote. Les plus sérieux des historiens s'installent dans une parcelle du temps. On est spécialiste d'un siècle, d'un auteur, d'un texte, n'importe. Il s'agit de reconstituer quelques périodes du passé, désormais sans aucun regard sur la vie présente. Les glossateurs avaient jadis réexhumé le corpus iuris civilis pour en extraire des solutions encore applicables, sauf d'ailleurs à les déformer. Les romanistes des temps modernes et pandectistes n'éprouvaient plus le moindre scrupule à fausser les textes afin de les utiliser. La science historique a rompu avec ces errements. Elle met à l'étude indifféremment n'importe quel phénomène passé. Et si vous objectez l'exemple de tel ou tel grand historien qui a su choisir ses sujets intelligemment, je réponds que la politique universitaire n'est pas de recruter que des historiens intelligents. Un jeune étudiant japonais venu en France dans l'intention de faire à la Sorbonne une thèse sur Racine se fit répondre « Racine, c'est déjà traité. Il reste Rotrou. » Ainsi, nos meilleurs romanistes délaissent la fleur du droit romain, la jurisprudence classique. Ils se spécialisent dans l'histoire de la Rome archaïque, le déchiffrement de la loi des 12 tables et de la préhistoire latine ou étrusque. D'autres ont entrepris d'admirables recherches sur les droits dits cunéiformes. Il s'agit des institutions des anciens empires orientaux. Le droit romain perd son privilège. Plusieurs se plongèrent avec volupté dans les droits de la décadence, histoire des déformations que subirent les textes du droit romain chez les populations barbares illettrées. À l'ancien cours de droit romain, ils substituèrent un enseignement de droit de l'Antiquité dont il ne faut pas s'étonner que des professeurs de droit civil aient dispensé leurs étudiants. Mais pour la recherche ici entreprise concernant l'invention à Rome d'un concept rigoureux du droit, ces méthodes-là sont désastreuses. Une définition rigoureuse du droit a peu de chances de se rencontrer au temps des 12 tables, ni dans les empires hittites. Quant aux bas empires orientalisés, pénétrés d'influences chrétiennes, il vit sa dégénérescence. C'est seulement à l'époque classique et à la condition de choisir les ouvrages dotés de la plus haute puissance créatrice qu'on ressaisira l'idée du droit. Nous n'avons pas touché encore à la difficulté majeure. L'histoire réduite aux faits. Elle tient surtout à la méthode qu'a fait sienne la science historique allemande du XIXe siècle, un second caractère des sciences expérimentales modernes, sinon contemporaines, outre leur étroite spécialisation et soi-disant neutralité, et leur idolâtrie des faits. J'y vois un effet du triomphe survenu à l'époque moderne de l'ontologie nominaliste.
Le nominalisme nous a appris à tenir seulement pour réelles des choses singulières, atomes physiques ou individus. Quant aux relations, aux hiérarchies, à l'ordre général où sont disposées ces choses singulières, il n'aurait pas de réalité hors de nos discours et de notre esprit. Il ne s'agirait que de signes engendrés librement par l'homme qui les remanie à sa guise pour mieux calculer sur les choses réelles singulières. Plus propre encore à éclairer la méthode scientifique moderne dont elle apporte une analyse prenant pour modèle la physique et l'astronomie de Newton et la philosophie de Kant. Des choses en soi du réel ne nous parviendraient que des sensations particulières incohérentes, et le savant les met en forme, c'est-à-dire les range sous les formes de son esprit, formes de la sensibilité, l'espace et le temps, le langage et mathématiques, de l'entendement ou de la raison. Il appartient au savant ou au philosophe d'engendrer lui-même ces formes, ou de les découvrir en son propre esprit. On renonce à chercher un ordre dans le donné historique réel. L'historien ne saurait épuiser qu'une poussière désordonnée de faits. Que peut-il sortir d'une pareille méthode historique, sinon de l'histoire prise globalement les reconstitutions les plus arbitraires? L'histoire scientifique ne signale pas son culte des faits, elle collecte les faits du passé, besogne infinie, puis s'efforce de les ordonner, de les mettre en système, mais ces synthèses, inventions de l'historien tissées dans les formes conceptuelles de son temps à lui, ne disent pas l'ordre ancien. C'est ainsi que furent installées dans le cerveau de nos contemporains de formidables erreurs historiques d'ensemble. L'histoire scientifique n'a pas son pareil pour filtrer le moucheron, mais elle nous a fait avaler d'énormes chameaux. L'historicisme, cette illusion plus haut dénoncée que tout se meut en bloc dans l'histoire, les techniques de production, les arts et la philosophie. Notre vision progressiste de l'évolution de l'obscurantisme médiéval, du bond en avant effectué par la Renaissance, l'époque des Lumières et la Révolution française, le matérialisme historique qui, dans ses formes les plus grossières, en vient à expliquer Racine par l'économie du Xe siècle. À quoi mène l'usage en histoire de la catégorie physicienne de causalité? Le matérialisme dialectique visant à rendre compte de tout par la lutte des classes, comme fera Darwin en biologie, on peut se donner l'apparence de démontrer ces théories. Comme il y a une infinité de faits historiques, on en trouvera toujours assez à l'appui de n'importe quelle thèse. Les romanistes des XIXe et XXe siècles ont à leur actif d'indéniables succès dans l'établissement et la chronologie des textes, la connaissance des solutions. Peut-être sont-ils parvenus à déterminer si le cadavre du débiteur devait être ou non coupé en morceaux et partagé entre créanciers au temps des 12 tables, et combien il fallait de témoins pour procéder à l'affranchissement d'un esclave. Mais pour leur théorie d'ensemble et la vision qu'ils apportent du droit romain en général, elles ne méritent pas qu'on leur fasse confiance. Comment pourraient-elles rendre compte des idées juridiques romaines alors qu'elles s'obstinent à les exposer dans les catégories modernes? Ouvrez la plupart des manuels dits de droit romain, en tête de chapitre sont données des définitions des termes principaux du droit, droit réel, droit de propriété, obligation ou contrat, tout emprunté au manuel de droit civil contemporain. On me répondra que des romanistes se préoccupent à nouveau du sens qu'avaient pour les Romains ces termes, contractus, dominium, proprietas, ius, etc. Mais autant que je sache, ils répugnent à l'histoire de la philosophie, chemin nécessaire à la redécouverte de la structure d'un langage ancien. En moyenne, les sectateurs des méthodes scientifiques allemandes, parce qu'on leur avait enseigné l'attachement exclusif aux faits, excitaient en eux la manie de l'érudition microscopique, négligèrent l'étude des catégories de la pensée juridique romaine. Une telle lacune était ruineuse pour la survie du droit romain, car il est clair que les solutions qui avaient cours à Rome sur l'affranchissement des esclaves, ou le testament per aes et libram, par le bronze et la liberté, sont aujourd'hui dépourvues d'intérêt pratique. Nos civilistes n'en ont rien à faire, tandis que la technique instituée par les jurisconsultes romains, la façon qu'ils eurent d'articuler le monde pour les besoins de cette science, leur forme de pensée, leur langage, pourrait garder de l'actualité. Dans le droit romain, l'histoire scientifique a laissé de côté le plus nécessaire. Conclusion. Nous tirerons fort peu de la littérature savante romanistique du XXe siècle, quasi muette sur notre propos. Force nous sera de retourner aux sources. L'invention du droit à Rome. Il semble possible de dater approximativement le moment de cette invention vers l'époque cicéronienne, alors que la cité romaine était encore une république. Il se trouve que Cicéron nous en apporte un témoignage. De Oratore. L'ouvrage de Cicéron porte ici sur la formation et les connaissances juridiques requises d'un bon orateur.
le plus grand nombre des discours étaient judiciaires. À cet égard, dit Cicéron, une nouveauté d'importance est en train de surgir. Longtemps, il n'avait existé à Rome aucun enseignement théorique du droit. Les avocats se formaient au droit par une sorte de méthode clinique, comme un étudiant en médecine observe au lit des malades la façon de faire de son patron. Ils devaient gaspiller leur temps à suivre en désordre des procès. Mais sous les yeux de Cicéron, ou peu importe, quelques décennies avant Cicéron, il fait parler dans son dialogue des personnages d'une génération antérieure. Apparaît la première lignée des grands jurisconsultes romains, les Vétères. Quintus Mucius Scaevola, Servius Sulpicius, ami de Cicéron ou de sa famille, auteur de traités généraux de la science, du ius civil, droit civil, ils ont entrepris de conférer au droit la forme d'un art organisé. C'était le temps de l'invasion à Rome de la culture grecque. Les Grecs avaient forgé des arts en d'autres domaines, la musique, l'astronomie, la géométrie, la grammaire, etc., sous la dépendance d'un petit nombre de principes. L'opération comportait de grands avantages pour l'enseignement de ces disciplines. Dans le droit, les Romains réalisent la même sorte de progrès, et la formation des juristes n'en tirera pas moins bénéfice. J'ai extrait de ce texte deux informations. Une, est ici clairement attestée cette vérité historique que la science du droit est l'invention de la Rome classique. Encore une fois, rien d'analogue dans les empires orientaux, le monde biblique de l'Ancien Testament, les Indes ou la Chine. À ce groupe de juristes romains revient la découverte de l'art du droit, appelé à connaître un vaste développement dans le cours de l'histoire romaine, les 3 premiers siècles de l'Empire, conservé par le bas empire que plus tard l'Europe devait emprunter et répandre à travers le globe, dont, par un effet du déclin des études d'histoire, risque d'être perdu, le fruit. 2. Le texte souligne que cette création trouve elle-même sa source dans la culture grecque. Non seulement les Grecs avaient apporté les modèles des autres arts, mais aucun ne saurait se constituer, ajoute Cicéron, sans l'aide de la philosophie dont les Grecs furent les inventeurs. Le recours à la dialectique qui ressort tout entière, dit-il, de la philosophie. Que signifie dans ce passage le mot dialectique ? Art de distinguer et définir les significations précises des termes généraux du langage. Les dialogues ou discussions que pratiquent les philosophes remplissent justement cet office, si bien que le terme est synonyme de philosophie. Le nouvel art romain procède d'une définition de la finalité du droit. Cicéron formule cette définition. Sit ergo in iure civili finis hic legitimae atque usitare in rebus causisque civium aquabilitatis conservatio, le service d'une juste proportion dans le partage des biens et les procès des citoyens. Définition empruntée aux philosophes grecs. Nous verrons bientôt de quelle espèce particulière de philosophie. Dans la suite du texte, nous est expliqué qu'en subdivisant et définissant chacun des termes de la formule, on élaborera le langage spécifique du droit. Toute science se compose d'abord d'un langage bien fait. Contentons-nous de ce témoignage significatif, corroboré par d'autres, beaucoup d'autres. Conséquence pour notre propos, l'élucidation du concept général du droit ressorti de la philosophie. Notre premier champ de recherche doit être une philosophie. Nouvelle entorse aux usages des facultés de droit, la philosophie ne fait pas partie des lectures de l'historien du droit, et les tenants des sciences positives ne peuvent que la détester, parce qu'elle mine leurs postulats, et que spontanément personne ne désire être dérangé dans ses habitudes. Avant d'aborder les chapitres qui suivront sur la Grèce et Rome, autant avertir le lecteur, il sera demandé un petit effort cérébral.